L'ayahuasca est peut-être la religion psychédélique la plus grande et la plus prospère. Elle touche la vie de millions d'Indiens et de Métis dans le bassin amazonien. C'est un médicament combinatoire, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les pharmacologues. Parce que ces deux ingrédients principaux sont eux-mêmes inactifs, sauf en présence l'un de l'autre. Donc ce que nous avons dans le cas de l'ayahuasca est un exemple de pharmacologie populaire très évoluée. Et comment une découverte comme celle-ci a-t-elle pu être faite en premier lieu? C'est l'une des questions les plus difficiles que les anthropologues doivent traiter. Après tout, dans 1000 mètres carrés de la forêt amazonienne, il n'est pas rare de rencontrer 50 000 espèces de plantes distinctes. Alors comment ces peuples, soi-disant primitifs ou illettrés, ont-ils pu faire le lien entre la combinaison de l'écorce de l'un et les feuilles de l'autre, bouillies et passées dans un certain nombre de procédures pour produire un intense hallucinogène? C'est extrêmement intéressant et c'est à ce jour une question sans réponse. Ce qui a frappé les premiers explorateurs et ethnographes dans le bassin amazonien était le fait que ces peuples semblent consommer cette préparation de plantes avec l'intention de ressentir un état de connexion au groupe et à la communauté. Et pendant ces entretemps enivrants, des plans sociaux relatifs à la migration, la chasse et la guerre sont entrepris par les anciens de la tribu. Et bien que le nom ayahuasca ait été changé par Armin, il y a une persistance de la sensation que des états télépathiques et de communion avec l'esprit du groupe sont induits par ce mélange de plantes particuliers. Et c'est particulièrement intéressant à la lumière du fait que les constituants chimiques qui déclenchent ces effets sont en fait déjà présents de manière endogène dans le cerveau humain. Ce ne sont pas des composés exotiques du point de vue du fonctionnement chimique naturel du cerveau humain. Donc il y a là une suggestion que cette manipulation de composés neuro-humorales, de neurotransmetteurs cérébraux et de ce genre de choses peut en fait ouvrir la porte vers des zones inexploitées du potentiel humain. Dans notre culture, nous avons tendance à faire une distinction radicale entre les médicaments et les aliments, et avec ce que nous avons appelé des épices qui tombent quelque part au milieu. En fait, une culture est ce qu'elle mange. Et un individu est souvent en grande partie le reflet de son propre régime alimentaire. Il n'y a jamais eu de culture humaine qui ne porte pas sur elle l'empreinte de sa relation avec certaines plantes qui ont la capacité d'altérer l'état psychique de l'individu et de la masse. Nous pouvons penser à de nombreux exemples. Par exemple, l'influence du sucre sur le développement du mercantilisme au XIXe siècle. Ou la manière dont les Britanniques ont manipulé la politique de l'opium en Extrême-Orient, ou l'alcool qui a toujours été la drogue de choix dans la culture occidentale. Qui peut imaginer une brasserie industrielle issue de la culture moderne sans café? Ceux-ci sont des drogues addictives majeures qui ont marqué leur empreinte sur la vie de millions et de millions de personnes. C'est simplement que nous avons choisi de les définir linguistiquement de manière à ce que l'effet qu'elles produisent ne soit pas conscientisé pour la plupart des gens. Quand le café a été introduit pour la première fois dans la culture occidentale, il était associé à certains établissements où se rendaient des femmes égarées, où des musiques bruyantes étaient diffusées, et où les bohémiens lettrés se rassemblaient pour discuter toute la nuit en buvant du café. Y être impliqué était considéré comme une chose plutôt risquée. Le tabac est un cas très similaire. L'anthropologue Eduardo Luna a souligné que le tabac, qui avait une histoire d'utilisation millénaire dans le Nouveau Monde,
moins de 100 ans avant d'être introduit en Europe par le Portugal, était enterré dans les tombes de chamans de Laponie subarctique. Donc il montre comment le caractère de drogue est rapidement déterminé par une culture, même si cette culture rencontre cette drogue ou cette plante pour la première fois. Suite à la découverte du LSD par Albert Hofmann à la fin des années 30, puis les écrits au sujet des expériences psychédéliques qui ont été réalisés par Aldous Huxley, Metzner et d'autres, ils sont devenus une consommation à la mode pour la jeunesse en quête d'exploration d'elle-même, issue de la culture des années 60. C'était pendant une période de grand bouleversement social, pour d'autres raisons. Et le produit final de cet épisode historique a été la suppression complète de l'étude des substances psychédéliques, et de mon point de vue, au grand détriment du développement de la psychologie. J'ai l'impression que les substances psychédéliques pourraient potentiellement être pour la psychologie ce qu'est devenu le télescope pour l'astronomie. Le problème avec les psychédéliques, c'est qu'ils dissolvent les programmes culturels et donc intrinsèquement portent sur eux une charge politique. Vous voyez, la culture est le produit d'un esprit humain imperturbé. L'esprit humain imperturbé, par l'intermédiaire de son langage, érige des institutions, des structures sociales dans lesquelles il se définit lui-même, comme pour vivre dans une sorte d'idéal personnel. Une drogue psychédélique va dissoudre ces entités linguistiques et culturelles. C'est une perturbation de l'esprit. Et un esprit perturbé est un esprit qui s'attelle à redécouvrir la nature qui se trouve au-delà de la culture. Donc cette tension entre les valeurs culturelles et ce qu'on pourrait appeler, à défaut d'un meilleur mot, la réalité, crée une tension entre les institutions et les utilisateurs de ces substances. Le rôle de la culture, de toutes les cultures, est de perpétuer ces modèles culturels. Et si les plantes hallucinogènes n'ont pas été intégrées dans le modèle culturel, elles sont définitivement considérées comme des forces dangereuses, pouvant induire une sorte de changement social imprévisible. Maintenant, si les plantes hallucinogènes avaient été intégrées dans le modèle culturel, elles ne seraient pas un problème. C'est le cas du chamanisme. Le chamanisme est une institution culturellement sanctifiée de l'exploration intérieure via des plantes psychoactives. Là où les plantes psychoactives ne sont plus présentes, les institutions chamaniques ont tendance à devenir impures. Elles s'appuient sur des rituels ou sur des compromis ou sur d'autres méthodes pour induire ces états extatiques. Mais d'après moi, et c'est un excellent argument qui fait rage en anthropologie, à mon avis, je suis d'accord avec Wasson, ici les plantes hallucinogènes sont le sine qua non pour un chamanisme actif, pour un chamanisme authentique. Pour un chamanisme authentique. Mircea Eliade, qui est le grand commentateur du chamanisme, a pris un point de vue tout à fait différent et a dit que cette dépendance à ce qu'il a appelé stupéfiant était une phase décadente du chamanisme. Mais si nous examinons l'histoire personnelle d'Eliade, je pense qu'on peut clairement voir que c'était simplement dû à la myopie culturelle d'une Europe érudite à l'apogée du XIXe siècle. L'Église était préoccupée par le fait que la magie des sorcières était considérée comme réelle, premièrement. Et deuxièmement, qu'elle était entièrement causée par l'agence du diable lui-même. Et donc l'Église a minimisé le rôle opérationnel qu'avaient les plantes dans l'induction de certains états. Parce qu'après tout, si le diable ne peut pas nous égarer sans utiliser de plantes, alors de quel genre de diable parle-t-on ?
Et c'est ainsi que dans notre propre histoire traditionnelle, il y a un aveuglement curieux quant à l'efficacité des plantes hallucinogènes. Il est sans doute possible d'avancer l'idée que le langage lui-même soit une capacité qui aurait pu émerger d'une espèce de primate évolué, dû au fait qu'il y ait eu des plantes hallucinogènes dans son alimentation. Vous savez, il a été montré que la psilocybine à faible dose augmente l'acuité visuelle. Au stade de l'évolution où les êtres humains ont rencontré les champignons psilocybe, nous étions essentiellement des babouins chassant en meute des troupeaux de créatures vivantes sur le territoire africain. Dans ce contexte, un composé qui augmente l'acuité visuelle donnera un formidable avantage adaptatif à l'animal qui l'inclut dans son régime alimentaire. Les animaux qui ne l'incluent pas dans leur alimentation seront rapidement éliminés par le processus de sélection naturelle, du point de vue du scénario évolutif. Donc il est possible de soutenir qu'un esprit manifestant la qualité des psychédéliques aurait en fait bénéficié d'un avantage évolutif sur certains primates qui n'auraient pas pu s'immerger dans des états de plus en plus élevés de conscience d'eux-mêmes. Cela peut aussi se cacher derrière la très précoce coïncidence des déesses du bétail et des champignons en tant qu'apparente obsession des hommes primitifs, telle que reflétée par les peintures rupestres sur le plateau algérien dans le sud de la France et en Espagne. On retrouve toujours la notion de mystère il y a environ 18 000 ans, liée à l'idée de bétail. Et nous avons toujours trouvé le bétail en lien avec la notion de grande déesse. Maintenant, peut-être que le membre caché et troisième de cette trinité aurait pu, en quelque sorte, être un champignon hallucinogène. Les champignons poussent dans le fumier du bétail. Les premiers primates suivaient le bétail. Ils ont inévitablement découvert le champignon, l'ont mangé et ont vu leur capacité visuelle ainsi augmenter. Ils se sont donc reproduits plus facilement et ont survécu plus facilement que leurs cousins non consommateurs de champignons. Donc la consommation de champignons et le développement d'états élevés de la conscience, y compris l'autoréflexion, auraient ainsi été renforcés, conduisant à la conclusion qu'il y aurait en fait une relation symbiotique entre les premiers primates et ces plantes hallucinogènes, ce qui aurait fondé les bases de l'apparition de ce que nous appelons être humain.